conférence sur l'actualité en Syrie. Voilà, la parole est à Madame Myriam, responsable des Amis du monde diplomatique. Nous sommes trois, comme vous l'avez vu dans l'affiche en bas et dans les mails que vous avez reçus, trois à organiser cette conférence débat. Les Amis du monde diplomatique, le comité Valmy et l'association Comité pour une nouvelle résistance CNR. Monsieur Beaulieu et Madame Midani vont vous dire ce qu'ils ont vu lors de leur dernier voyage en Syrie et à vous de leur poser des questions. Ce sera un débat entre eux et vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On attend vos questions, préparez-les. Bien, donc, d'abord, pourquoi on a fait ceci? Parce que l'actualité, c'est quand même depuis 2 ans. Pardon, oui, ça va faire bientôt 2 ans qu'on va dire il y a des troubles dans cette partie du monde, qu'il y a des informations qui sont, enfin des indications ou des informations sur les médias qui sont parfois quelque peu surprenantes. Et par rapport au film que vous avez certainement vu, Les Nouveaux Chiens de Garde, on a des questions parfois à se poser. Et notre point de vue à tous, aux 3 associations qui ont monté un petit peu cet événement, eh bien, on pensait vous donner ici l'occasion d'approfondir et de voir un autre éclairage sur la situation en Syrie. Alors, vous avez peut-être vu dans Nice Matin, aujourd'hui, il y a une double page concernant cette situation-là. Il y a aussi la présentation de cette conférence. Donc, ça a pu vous donner quelques éléments sur le contenu de ce qui va se passer ce soir. Donc, peut-être, vous n'allez pas... c'est pas tout à fait ce que vous allez entendre, ne correspond pas forcément à ce que l'on entend dans les médias traditionnels, loin s'en faut. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous souvenez de l'intervention qu'il y a eu en Libye, n'est-ce pas? Où on nous a dit qu'avec des bombes, on installait la paix. Alors, quand on dit qu'aujourd'hui, dans les médias, avec des philosophes, comment dirais-je, éminents, qu'il faut, avec la guerre et les bombes, installer la paix, ça pose quelques problèmes. Donc, nous sommes nombreux, hein, je crois, si vous êtes si nombreux dans cette salle, et d'ailleurs, je voulais vous en remercier, pardon, d'abord, la première chose eût été de faire cela. Ouais. C'est que vous êtes interpellés par ce qui se passe dans cette région du monde. Alors, on nous a mis en avant les bons sentiments. Oui, il y a un tyran qui égorge son peuple, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très jolies, il y a un certain romantisme de la révolution permanente qui fait qu'on doit soutenir les rebelles ou les résistants, je ne sais pas. Bon, mais après, il y a des histoires, quand on creuse un peu, il y a la géopolitique, il y a des situations similaires dans cette partie du monde, il y a de l'eau dans le plateau... etc., etc. Il y a des richesses aussi dans les sous-sols qui vont jusqu'en Grèce, n'est-ce pas? Et c'est aussi les ressources en gaz, c'est à Chypre et en Grèce, c'est toute une grande nappe qu'il y a là. Donc les boniments, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, je suis peut-être un peu dur, les boniments qui sont présentés ne sont pas satisfaisants pour la plupart d'entre nous. Donc on a tenu à ce qu'il y ait, et c'est pourquoi nous avons pensé le faire à plusieurs, parce qu'à plusieurs on est plus fort, hein, on est plus crédible, etc. Et on a pensé présenter la situation avec des gens qui connaissent le terrain. Bien entendu, peut-être que ça ne fera pas l'assentiment de tous, mais on est là pour débattre, on est là pour apporter des éléments, et je crois que c'est un des mérites de cette conférence-là. Donc je présente les 2 personnes qui vont intervenir. Madame Essar Midani, qui est une franco-syrienne, qui est restée pendant très longtemps, qui était une opposante au régime initial, qui elle vous le dira elle-même, hein, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas là pour faire de la propagande pour un régime, hein. On est là pour dire des vérités, me semble-t-il, mais les vérités c'est toujours orienté, bien entendu, hein, je ne sais pas. On est surtout là pour dire ce qui se passe sur le terrain, et dire surtout ce qui nous semble important, c'est faire en sorte que le peuple syrien puisse s'exprimer lui-même. L'autodétermination des peuples.
hein, le droit des peuples à autodétermination. C'est inscrit dans la charte de l'ONU. Vous savez, pas loin d'ici, il y a le boulevard René Cassin. René Cassin a quand même écrit, en 1947, la charte de l'ONU. Il y a aussi Stéphane Hessel, que vous connaissez bien, les indignés. Donc, pourquoi aujourd'hui cela est-il bafoué parce qu'il faut faire du droit d'ingérence humanitaire ou autre, ou le devoir d'ingérence? Donc, ce sont deux conceptions totalement opposées du droit international qui s'opposent. Et donc, je crois que la séance de ce soir a pour but de redonner un petit peu du sérieux à cette situation, c'est-à-dire de partir des choses vraies. Qu'est-ce que c'est les choses vraies? C'est le droit international. Parce que si on commence à faire ce genre de choses, pourquoi on intervient à un endroit, pourquoi on n'intervient pas à d'autres? On est intervenu en Libye avec des bombes et beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a AQMI qui s'est retrouvé renforcé. Hein, AQMI, après, a occupé le nord du Mali. Pourquoi n'est-on pas intervenu au Bahreïn? Alors qu'au Bahreïn, la population chiite était réprimée sévèrement par des armées données par l'Arabie Saoudite. Enfin, des choses comme ça. Donc, si on commence à intervenir en faisant de l'humanitaire comme cela, il faut intervenir quasiment dans tous les pays du monde. Donc, le droit international, s'il a été créé en 1947, me semble-t-il, c'est pour faire en sorte que la paix puisse s'installer et que l'on prévoit la négociation plutôt que l'intervention armée pour imposer une paix, la Pax Romana, comme on disait à une époque. Donc, les deux intervenants, c'est Mme Essar Midani, franco-syrienne, qui, pendant un certain, vous le dira elle-même, était interdite de retourner en Syrie. Après, donc, elle était opposante au régime de Bachar el-Assad. Et ensuite, maintenant, elle vous donnera sa position, c'est-à-dire que c'est la détermination du peuple syrien de régler leurs affaires entre eux. Ensuite, deuxième intervenant, M. Claude Beaulieu. M. Claude Beaulieu, le président du comité Valmy, qui est une des trois associations qui permettent cette séance de ce soir. Alors pourquoi? Eh bien parce que lui, il est très au courant de cette situation. Il est allé lui-même en Syrie. Il est allé en Syrie en novembre 2011. Il est allé à Damas, et puis après il a fait un petit détour par le Liban. Et il vous expliquera ceci, ce qu'il a vu, et les actions qu'il a pu voir sur le terrain. Voilà, je passe la parole, peut-être Frédéric, il est où? Tu viens pour présenter Valmy? Non, d'accord. Le président est là. Donc, je vous donne quelques étapes. Il y en aura d'autres. On a pensé que pour que ce soit pas forcément quelque chose qui puisse être trop dogmatique, trop professoral, si j'ose dire, il y avait des interventions, et après peut-être la parole est à la salle. Et bien sûr, il faudra limiter dans le temps, parce qu'il y a plusieurs sujets à traiter. Le premier, et après il y en aura d'autres, on verra au fil de la séance. Le premier que nous allons traiter, c'est M. Claude Beaulieu qui va parler de son voyage en Syrie. Et ça s'est passé au mois de novembre 2011. Le deuxième, c'est Mme Essar Midani qui parlera de l'histoire de ce pays, hein, parce qu'il faut remonter quand même aux accords Sykes-Picot, je crois, et bien d'autres, et de l'actualité. Et à ce moment-là, je pense qu'on découvrira beaucoup de choses, notamment sur la géopolitique. Et ensuite, M. Claude Beaulieu représentera encore un autre aspect sur la mobilisation pour faire en sorte que le droit international puisse être à nouveau respecté, c'est-à-dire l'autodétermination des peuples. Voilà, il y aura d'autres sujets, donc entre ces trois sujets, s'il y a quelques questions rapides, on peut y répondre, puis après il y aura une séance de questions à la fin. Si tu veux ajouter quelque chose, non. Je passe donc la parole à M. Claude Beaulieu. Ça marche? Ah, attends. Vas-y. Oui, parce que j'ai une voix un peu faible, alors j'ai besoin d'un micro. Pour me présenter tout d'abord, je suis un militant anti-impérialiste. Je suis un militant communiste, un militant anti-impérialiste, c'est-à-dire que depuis 1960, j'ai toujours milité contre les guerres, les agressions impérialistes, et j'ai toujours défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, ça fait quand même pas mal d'années, et lorsqu'il y a
tout d'abord, on s'est rendu compte très vite que en 2001, à Camp David, les Américains avaient décidé de faire un remodelage du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'ils allaient faire éclater un certain nombre de pays. Il y a donc il y a la Syrie, mais il y a l'Irak, il y a le Soudan, il y a la Libye, il y a l'Afghanistan, enfin il y a 7 ou 8 pays comme ça, qui sont appelés à être démolis sur des bases ethniques et confessionnelles, pour que les États-nations disparaissent. Les États-nations constitués doivent disparaître pour que l'impérialisme, en particulier l'impérialisme américain, mais pas uniquement, puisse dominer. Pour la Syrie, donc, enfin, il y a eu d'abord l'Irak, il y a eu pas mal d'agressions. Depuis ma jeunesse, j'ai vu constamment des agressions contre des pays, des agressions impérialistes. Il y en a tout au long. Par exemple, dans les années 60, il y avait eu 2 ou 3 millions d'Indonésiens massacrés, donc en Indonésie, des communistes, mais pas uniquement. Il y avait un front uninational, un front patriotique, et ils ont massacré entre 1,5 million et 2 millions de personnes sous direction américaine de la CIA. Et j'ai vu ça tout le temps. Donc, automatiquement, quand il y avait une agression qui se présentait, j'avais toujours tendance à être du côté du pays agressé. Par exemple, sans soutenir Saddam Hussein, j'étais du côté de l'Irak lorsqu'ils ont été agressés. J'ai défendu la Libye lorsqu'elle a été agressée, sans être un admirateur de Kadhafi, par exemple. Mais le pays étant agressé, il était bon que des militants anti-impérialistes le soutiennent. Pour la Syrie, donc au départ, moi je soutenais la Syrie comme je soutenais un autre pays anti-impérialiste, avec quand même des éléments particuliers, puisque la Syrie, c'est un pays laïque. C'est le seul pays au Moyen-Orient qui a résisté à Israël, qui n'a pas capitulé devant les pressions américaines. Et donc j'avais quand même une sympathie pour ce pays, mais je n'avais pas d'idée très particulière sur son gouvernement, en particulier sur le père de Bachar el-Assad, qui avait, bon, c'était une autre époque, et qui avait réprimé déjà des crises, qui avait réprimé de manière assez sévère. Donc j'avais cette idée que bon, les dirigeants n'étaient peut-être pas spécialement démocratiques, mais ils étaient en guerre. Il ne faut pas oublier que la Syrie est un pays occupé. C'est un pays occupé depuis 60 ans. Enfin, depuis, oui, il est en guerre depuis tout le temps. Donc on dit démocratie, démocratie, mais démocratie, oui, à condition que ça ne soit pas synonyme de capitulation. D'ailleurs, je reviendrai, je vais le dire tout de suite, lorsque Bachar el-Assad a été désigné, puisque ce n'est pas lui qui devait succéder à son père, et très rapidement il a voulu des réformes. Et le parti Baas, des responsables du parti Baas lui ont dit « mais tu ne vas pas nous faire le coup de Gorbatchev comme il a fait avec l'URSS ». Donc je me suis rendu compte, ça je l'ai appris dans le temps, qu'il y avait une volonté de réforme dans le gouvernement syrien. Alors, pour en venir à mon voyage en Syrie, donc j'étais intéressé par la Syrie, mais un élément très important est apparu, c'est la question des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, ils se sont fait massacrer en Irak, et il n'y en a presque plus, il n'y a plus beaucoup de chrétiens, ils ont été chassés par les extrémistes takfiristes, enfin les salafistes, et ils sont presque tous partis, il n'y en a plus beaucoup. En même temps, ces dernières années, on a vu qu'en Égypte, on s'attaquait aux chrétiens d'Orient aussi, aux chrétiens d'Égypte. Et en Syrie, on a commencé à
assassiné massivement des chrétiens. Donc moi je suis athée, je suis laïque, j'ai été éduqué, j'ai fait du scoutisme, donc j'ai une éducation chrétienne, mais entre-temps je suis devenu athée et marxiste. Bon. Mais j'ai quand même, si un peuple se fait massacrer, une minorité se fait massacrer, je ne peux pas être indifférent. Donc c'est comme ça que, d'après des articles qu'on avait faits sur le site du comité Valmy, j'ai été contacté par une association de chrétiens de la Méditerranée et par cette sœur qui s'appelle Agnès Marie de la Croix, dont un article qui a attaqué cette soirée de ce soir dit que être invité par cette dame, par cette sœur, qui est la mère supérieure d'un couvent entre Damas et Homs, être invité, ça veut tout dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais l'article dit ça veut tout dire. Donc, ce n'est aucun argument, parce que effectivement, j'ai vécu dans son monastère, il faisait un froid de canard, c'était en novembre 2011, il faisait vraiment très froid. Mais il y avait une chaleur humaine très importante, et il y avait aussi une réflexion, pas simplement politique, mais y compris philosophique, qui était tout à fait importante. Donc quand je vois que cette sœur se fait agresser, j'étais à Paris il n'y a pas tellement longtemps, on l'invite à Radio Notre-Dame, qui est une radio chrétienne, et ça a été annulé. Donc moi j'arrive à la radio, j'avais été invité, et puis on me dit, ah ben non, pour des raisons diplomatiques, c'est annulé. Donc en France, on ne peut pas avoir une opinion qui n'est pas l'opinion l'opinion générale. Donc quand nous sommes retrouvés en Syrie, il y avait des journalistes français, des journalistes belges, un journaliste américain et des représentants de groupes, d'associations dont je fais partie, avec en particulier en raison du succès du site du comité Valmy qui commence à avoir une réelle importance. Voilà, donc nous avons vu, la première chose que nous avons vue en Syrie, c'est que les choses étaient tout à fait l'inverse de ce que les médias disaient en France. Il y a de grandes manifestations de masse en Syrie, des manifestations d'opposition, c'est absolument faux. À cette époque-là, il n'y avait pas du tout de manifestations de masse. Il y avait quelques manifestations, j'en ai vu une, il y avait peut-être 200 personnes, et c'est d'ailleurs des gens qui réclamaient du gasoil parce que le boycott, enfin les sanctions. Comment ? Les sanctions. Les sanctions font qu'ils manquent ils ne peuvent plus se chauffer l'hiver, et c'est très difficile. On leur fait vivre comme ils ont fait en Irak, hein. Ils assassinent la population civile d'une certaine façon, de différentes manières d'ailleurs. Et donc on a vu que c'était absolument faux. Après on disait, mais le gouvernement, il tire sur tout ce qui bouge, il assassine son peuple. Et donc moi, il se trouve là que je suis allé dans une petite ville qui s'appelle Baniyas, et on a rencontré des militaires qui avaient tous été blessés. Ils nous ont montré leurs blessures, et ils nous ont expliqué comment ça s'était passé, et alors que Le Monde avait fait un article en mars 2011, disant voilà comment ça s'est passé. L'article du Monde était totalement mensonger. L'armée avait été attirée dans un guet-apens. Ils avaient je dis ce sont des terroristes, oui, ce sont des terroristes, et ils ont attiré l'armée dans un guet-apens en disant voilà, il y a une explosion à tel endroit. Donc il y a 4 ou 5 camions militaires qui sont arrivés, et ils avaient fait manifester quelques centaines de personnes, et notamment des enfants, des femmes. Et
quand l'armée est arrivée, les 4 ou 5 camions, là, du haut des toits, on a commencé à les canarder, à les détruire, à les démolir un par un. Et ils avaient ordre de ne pas riposter. Il y a des femmes, il y a des... Bon, c'est plus le cas, maintenant ils ripostent, hein, c'est une autre situation. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas le droit de riposter, et il y avait le sergent qui était là, qui a dit, vous ne ripostez pas, ils n'ont pas riposté. Et donc ils nous ont montré, ils étaient une dizaine, ils étaient tous blessés. Et parmi eux, le sergent, quand à un moment donné, il a vu qu'on leur jetait une grenade ou une bombe artisanale, et pour épargner ces soldats à qui il disait ne ripostez pas, il s'est jeté sur la bombe et ça lui a arraché toutes les jambes, il est cul de jatte. Et c'est un bonhomme extrêmement modeste, très patriote. Les Syriens sont extrêmement patriotes. Il y a une chose qui est remarquable, c'est que les Occidentaux veulent les entraîner dans un conflit confessionnel et ils ne marchent pas. Alors bien sûr, avec les milliards de dollars du Qatar et de l'Arabie Saoudite, ils arrivent à trouver... ensuite, ils arrivent à faire quelques défections, parce qu'il y a toujours des opportunistes qui vont dire les Américains vont gagner, hein, les Américains ils vont finir par l'emporter, donc il y a toujours quelques trahisons. Mais par rapport à ce que subit le peuple syrien, je dois dire que c'est un peuple particulièrement héroïque, et donc ils nous ont expliqué leur ressenti, ces militaires syriens, et à un moment donné, on leur a dit, mais vous-même, qu'est-ce que vous êtes du point de vue confessionnel? Est-ce que vous êtes des sunnites? Est-ce que on a dit, ah non, nous sommes des citoyens syriens, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans ce conflit ethnico-religieux, contrairement à ce que voudraient obtenir les Américains, Fabius, Hollande, Sarkozy, Juppé et compagnie. Ils n'y arriveront pas avec le peuple syrien. D'ailleurs, actuellement, c'est en train d'évoluer. Voilà, donc, les journalistes, c'est important de parler des journalistes avec qui on était, parce que c'était gratiné. C'est des journalistes qui nous... alors tous les soirs on se retrouvait, on partait en général ensemble et on visitait un hôpital, on allait à Homs, on a été reçu par... excuse-moi, on a été reçu par tous les dignitaires de l'église syrienne, et on a eu des conversations tout à fait intéressantes. Et enfin, à différentes reprises, donc on a eu beaucoup de discussions, et les journalistes, ils ne voulaient rien, ils étaient formatés au départ. Ils étaient arrivés, ils n'étaient pas venus voir, ils étaient venus chercher sur place confirmation de ce qu'on leur avait dit dans leur rédaction. Et ils ne trouvaient pas. Alors ils disaient, mais parce que on avait des vidéos, on voyait des femmes éventrées, mais ça vous pouvez les trouver, on les trouve ces vidéos, hein, des femmes éventrées ou des gens assassinés à qui on coupe les bras. Là, récemment, on disait, ils ont assassiné un chrétien, ils ont jeté le bonhomme au chien, enfin, etc. Et ça c'est réel. Et alors quand on disait ça, il y avait notamment des journalistes belges, ils disaient mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors amenez-nous voir la morgue. Alors on était allé voir un hôpital, on avait vu vraiment beaucoup de blessés, et on leur dit, bon ben si vous voulez aller voir une morgue, les organisateurs ont dit mais on va essayer d'avoir ça. Ils ont obtenu d'aller visiter une morgue. Et après, il dit, mais non, ça ne sert à rien, on vous a demandé une bêtise, parce que Bachar el-Assad, il va les faire couper en morceaux, mais authentique, hein, il va dire à ses sbires de présenter, voilà. Et alors, on avait des discussions avec ces journalistes, c'était gratiné, parce qu'on leur disait, mais vous mentez, vous voyez les choses que nous voyons, vous les voyez aussi, pourquoi vous n'en parlez jamais? Alors, il y en a un qui a eu une réponse fabuleuse. Il nous dit,
en gros, il avait compris, il avait tout compris. C'est un journaliste chrétien de la chaîne chrétienne Cato. Hein, donc, il nous dit, écoutez, moi, ne comptez pas sur moi pour jouer le chevalier blanc. C'est-à-dire, il avait tout compris, mais s'il dit ce qu'il a compris, il se fait virer. Donc, ne comptez pas sur moi pour aller rapporter ce que j'ai vu. Et c'était comme ça. Alors, moi, il y aurait beaucoup d'autres choses, mais comme on est plusieurs, si vous avez des questions, je répondrai. J'ajoute une chose quand même, c'est que j'ai été invité par les chrétiens, mais j'ai payé mon voyage. Hein, je n'ai pas été faire du tourisme aux frais de quiconque. Il n'y a que au niveau des hôtels, quand on était dans un hôtel, et la plupart du temps d'ailleurs on était chez les chrétiens, dans des organisations pour enfants inadaptés ou dans ce monastère. Voilà, donc aussi les déplacements, c'était offert. Voilà, si vous avez des questions, c'est peut-être mieux que de répondre, que de parler comme ça dans l'abstrait. Vous voulez démontrer quoi, monsieur? Comment? Vous voulez démontrer quoi? Je veux démontrer que là, en France, il n'y a pas de vérité sur la question de la Syrie. Non mais d'accord, oui, mais votre regard c'est quoi? Ah mais mon regard, là pour l'instant je ne parle que de mon... Pourquoi je suis allé en Syrie, puisque c'était dit dans le programme de ce soir, mais ce que je veux démontrer, il y a beaucoup de choses que je voudrais montrer, mais d'abord je suis j'ai une opinion sur la Syrie, j'ai une opinion sur le gouvernement syrien, j'ai une opinion sur des choses comparables du point de vue de la suppression de la souveraineté, de la volonté de supprimer la souveraineté syrienne et de la réalité de la suppression de la souveraineté française. Je dis qu'il y a des problèmes qui sont les mêmes en Syrie et en France et qui sont des problèmes de démocratie. Pour moi, la démocratie en France n'existe pas. Il y a une eurodictature Là, vous êtes en train de mélanger 36 choses. Non, je ne mélange pas. Vous mélangez les problèmes de l'Europe, les problèmes de la France, les problèmes de la Syrie. Moi, je suis venu ici écouter une conférence, un débat sur la Syrie, pour apprendre des choses sur la Syrie. C'est-à-dire, quelle est la situation aujourd'hui, quelles sont les forces en présence, quels sont les éléments qui peuvent jouer d'une façon ou d'une autre. Bon. Moi, depuis une demi-heure que je vous écoute, je n'ai rien appris. Rien appris. Alors c'est très bien. Rien appris. Voilà. Soyez patient, ça va venir. Voilà. Oui. Alors moi j'aimerais que vous me disiez. Écoutez, vous avez évoqué le massacre de Homs. Bon, les frères musulmans de 1979. Il y a eu quand même le père Hafez el-Assad, il a quand même trucidé 25 000 types en une journée. Mais vous savez ce que faisaient les frères musulmans? D'accord. Hein? C'est mensonge, monsieur, excusez-moi. Comment? Qu'est-ce que vous racontez des mensonges? Qu'est-ce que vous racontez, vous? Mais écoutez, attendez, excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis obligé de reprendre la parole. C'est un débat, je crois, qui est très sensible. J'aimerais qu'on puisse le faire en toute sérénité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais être, enfin si vous me permettez, je vais diriger le débat. Absolument. Et je veux que l'on puisse exprimer différents points de vue. Et après, je donnerai la parole. Mais pour l'instant, je crois qu'on va continuer, puisque monsieur vous dites qu'il faut apprendre des choses, on va revenir sur ces questions-là tout à l'heure. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que ce soit une opposition là, entre des thèses différentes et qu'il y ait des animosités. Ça ne fera absolument pas avancer les choses. Si nous avons fait ce débat, nous sommes quand même conscients. Hein, c'est pour ça que nous nous sommes mis à 3 associations, les Amis du Monde Diplomatique, le Comité Valmy, le Comité pour une Nouvelle Résistance CNR, avec des valeurs communes, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Qu'il y ait des gens dans la salle qui soient un petit peu surpris,
qui soit un petit peu agacé par certaines choses. C'est normal, c'est la démocratie. Nous essayons de la faire vivre dans cette salle, et j'aimerais qu'on mette tous, nous-mêmes, ici présents, si vous voulez, de faire en sorte que les choses soient sereines. Parce que personnellement, je crois qu'il est évident qu'on ne sera pas tous d'accord sur tous les points qui vont être abordés, et c'est tant mieux. Ça veut dire que la pensée unique n'a pas forcément fait que des ravages. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on écoute les uns et les autres, et qu'après qu'on puisse discuter. Je ne serais pas satisfait, si vous voulez, si on commence à s'envoyer des invectives. Ça ne fait rien avancer. Les invectives, on les a sur certains plateaux de télévision, avec certains commentateurs, certains experts spécialisés dans la matière. Je n'ai pas forcément envie, je parle au nom des 3 organisations, que ceci se produise ici. Nous avons pris cette décision, et c'est une décision très lourde, très grave, parce que c'est un problème qui n'est jamais traité. Il y a une omerta sur ce problème, sur la politique étrangère de la France et même d'autres pays occidentaux. On a le droit, je faisais tout à l'heure référence au film Les Nouveaux Chiens de Garde. Qu'est-ce qu'il a dit Gilles Balbastre dans ce film? Il dit qu'il y a un cadre dans lequel on autorise le débat. Mais dès lors qu'on sort de ce cadre, c'est interdit. On devient vite, on est traité tout de suite de rouge-brun, d'antisémite, etc. Donc ces injures, on les a presque tous les jours sur le net. J'aimerais qu'ici, on ait un peu plus de sérénité. Donc je vous demande de garder, si vous voulez, cette charte-là, de la faire vôtre, de manière à ce qu'on puisse s'exprimer. Tous les avis peuvent être exprimés, mais il faut que ce soit dans un ordre précis, de manière à ce qu'on puisse s'entendre, s'écouter et exprimer. Donc peut-être que je prends une intervention, et après je donne la parole à Essar Midani, et on continuera les questions après. Parce que je crois que le but de cette conférence, c'est justement qu'il y ait différents points de vue, différents éléments qui soient présentés, et après on pourra discuter. Juste une intervention rapide, et c'est tout. Voilà. D'abord, moi, je viens de constater que l'impérialisme américain et l'impérialisme européen, c'était le même. Deuxièmement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait au Mali maintenant. N'est-ce pas? C'est pas la question. Non, c'est pas la question, mais ça concerne la Syrie, la Libye, tout ça. On intervient aussi au Mali. Voilà. Donc, je veux juste dire ça, et je voudrais poser une question. Est-ce que par hasard, Israël est mêlé à ce genre de problème en Syrie? Bien, je crois qu'on va répondre ceci, mais d'abord, on laisse, je crois que bon, il est hors de question de laisser des questions, des interrogations en suspens. Il faut répondre à tout, on y fera sereinement. Je pense que ces choses-là vont être abordées après. On va continuer, si vous voulez, les exposer, si vous voulez bien, de manière à retrouver un petit peu le sens normal d'une conférence apaisée. Merci beaucoup. Alors, Essar Midani, je vous remercie d'abord d'être là, nombreux. Et puis, deuxièmement, je remercie aussi les organisations de m'avoir invité pour présenter ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Alors, en fait, on va voir toute la question géopolitique et histoire, situation économique, la crise actuelle, les avancées, les débuts de la démocratie, et puis les violences, les interventions extérieures et les destructions. Aujourd'hui, alors là, je mets cette carte pour que vous visualisiez ce que c'est la Syrie, ce qu'était la Syrie au début du siècle dernier, avant le partage des restes du règne de l'Empire ottoman. Alors la Syrie, comme vous voyez, ça comprend, la Grande Syrie en fait, comprenait à la fois l'Irak, la Palestine, la Jordanie, le Liban et puis la Syrie actuelle. En fait, c'est un emplacement stratégique depuis l'aube du temps. Et je voudrais dire que la Syrie a été toujours mêlée et attaquée par tous les empires et toutes les civilisations, aussi bien les Sassanides, les Grecs, les Romains, les Ottomans, etc. C'est un emplacement stratégique entre l'Occident et l'Orient, et tout le monde passait par là, et tout le monde pensait dominer cette géographie d'accès, je dirais.
Donc c'est un pays, ce qui a fait que la population syrienne est une population très mélangée, mais aussi c'est un pays qui a toujours été un pays d'accueil et de passage en fait. Donc les gens qui passent, parfois ils s'y plaisent, ils restent. Donc il y a des gens de toutes les origines, y compris les originaires de la Syrie antique, ancienne, etc., les Assyriens, des Babyloniens, etc. Donc, c'est un pont donc, entre l'Orient et l'Occident, et la position stratégique est très importante. Alors, les jalons principaux, on va voir de l'histoire syrienne. Sous le règne ottoman, la Syrie a été la Grande Syrie, donc depuis 1516 à 1918. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, c'était après, donc il y a eu indépendance et règne du roi Faisal de 1918 à 1920. En 1920, une attaque de la France contre la Syrie, le général Gouraud qui envahit la Syrie et la bataille de Maysalun, au cours de laquelle Youssef al-Admi a été tué et alors qu'il s'opposait sur la tête d'une armée qui n'a rien d'égal en fait à l'armée française qui a attaqué, mais quand même ils sont tous morts et la Syrie a perdu son indépendance en 1920. Et donc, elle était sous mandat français de 1920 à 1945. Et en fait, la France, de son mandat, a essayé de diviser la Syrie en plusieurs parties. On va voir. Alors, le Sykes-Picot, c'est quoi en fait? Voilà ce Sykes-Picot. Les Anglais avaient crayonné au bleu la partie, au rouge la partie qu'ils veulent dominer, et en bleu les Français voulaient les parties qu'ils veulent dominer. Donc vous voyez bien, la Syrie a été découpée en zone bleue d'administration directe française, et puis des zones bleues en zone arabe, disons, ou en domination indirecte. Ça c'est entre le mandat et la domination directe. Et la zone rouge, c'est qui correspond en fait à l'Irak, hein. Vous voyez bien, en administration directe anglaise, et toute cette partie qui est en rose, en mandat ou un pouvoir qui est assisté, c'est-à-dire un pouvoir local qui est doublé d'un pouvoir britannique. Bon, ça c'était sur le papier, et ce qui s'est passé réellement, en fait, ça a été, ce qui s'est passé réellement, ça a été par la suite aussi un autre découpage. Bon, donc dans ces années de mandat, je dirais, le pouvoir colonial n'a jamais pu s'installer réellement. De 20 à 45, il y avait énormément de révoltes du peuple syrien, et différentes révoltes avec différents dirigeants, jusqu'au fait, et tous les Syriens, là je tiens à souligner que tous les Syriens, sunnites, chiites, druzes, chrétiens, ont été tous unis par la révolution pour l'indépendance en Syrie. Donc c'était en 38. Alors ces révolutions, ces révolutions différentes, elles ont été toujours réprimées, mais l'indépendance a été négociée en 1936 avec Blum, en fait, et elle a été réfutée à nouveau par la France du fait qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté. Et donc l'indépendance n'a été effective réellement qu'en 1945, et le dernier soldat français a quitté la Syrie le 17 avril 1946. Et voilà la Syrie en fait actuelle, je dirais, qui a été donc reprise par les Français, qui a été sous domination, sous mandat français. Et vous voyez bien ce découpage que les Français ont fait de la Syrie. Donc vous voyez bien l'État d'Alep, l'État de Damas, l'État de Druze je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors l'État Druze, alors l'État du Liban, qui est devenu, qui était le Liban,
qui est devenu le Liban, parce que tout ça c'était la Syrie, l'État des Alaouites et Eskenderoun, l'État d'Eskenderoun. Donc vous voyez ce découpage sous le mandat français qui a eu lieu, et en fait aujourd'hui je peux dire que tous les analystes nous renvoient un petit peu, les analystes, les journalistes de la France en fait nous renvoient à ce découpage où ils veulent dresser certaines parties de la population contre d'autres, sachant que ce découpage n'a pas pu vivre, il n'a jamais vécu. C'est resté sur le papier. Alors voilà, vous avez Hachem Latassi qui signe avec Blum le traité d'indépendance, avec Léon Blum. Et voilà la Syrie. Alors, la Syrie actuelle. Donc le Liban a existé après, à l'indépendance. Donc en 45-46, le Liban a pris son indépendance et l'État libanais a été créé. Donc vous voyez cette partie bleue sur la gauche. La Palestine a aussi existé. La Palestine, la Jordanie, l'Irak, c'était les pays qui étaient sous domination anglaise. Et vous voyez au nord la Turquie. Il y a une partie qui est au nord de la Syrie. Là. Cette partie, c'est le Sanjak d'Iskenderun, c'est Alexandrie, qui contient la grande ville d'Antakya. Antakya qui est la ville qui est la capitale de l'église orientale. En fait, c'est la capitale de la Syrie avant Damas. Et donc, c'est Antioche, en fait. C'est Antioche qui est cette capitale. Alors, cette partie, elle a été donnée à la... Merci beaucoup. Cette partie a été donnée à la Turquie. Négociation en fait pour éviter que la Turquie ne fasse alliance avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France a donné le Sanjak d'Alexandrie à la Turquie. Et en négociant, en fait, c'est lors des pourparlers d'indépendance. Bon, et donc en 1938, voilà ce qui s'est passé. En 1945, proclamation de l'indépendance et départ du dernier soldat français, Al-Jallah. En 1948, alors, un grand tsunami dans la région. Et je l'appelle un grand tsunami comment dire, très, très sciemment, parce que en fait, il va y avoir énormément de transformations dans la région suite à la création en 1948 de l'État d'Israël. Alors, bien sûr, Israël a été, comment dire, reconnu à l'ONU tout de suite, et c'était quand les Britanniques se retiraient de Palestine, Israël a été créé au même moment. Donc, contre la volonté, bien sûr, de la Syrie, de tous les pays arabes, sans trop parler de la Palestine, puisque on pourra y consacrer des séances et des séances, mais en fait, les Palestiniens ont été, Israël a été créé à coup de massacre, vraiment de massacre complet. Donc les Palestiniens ont dû fuir, ils ont dû partir, mais pensant partir pour 10 jours, 15 jours, 5 jours, etc., avec les clés de leur maison, et ils sont encore aujourd'hui réfugiés dans d'autres pays arabes, etc. Donc ça c'est juste une parenthèse. Et 48 à 54, donc au niveau de la Syrie, il y a eu une série de coups d'État militaires. 54 à 56, retour du pouvoir parlementaire avec le président Choukri Louatli. Choukri Louatli, en fait, était le président de la Syrie, mais en même temps, en 52, en Égypte, il y a la révolution égyptienne, indépendance face aux Britanniques, donc qui dominaient le pays, et c'est l'arrivée de Abdel Nasser au pouvoir. Et Abdel Nasser, la première chose qu'il fait en 56, il nationalise le canal de Suez, parce que c'était un acte qu'aucun pays impérialiste n'a pu supporter. Donc tout de suite, une agression tripartite
contre la Syrie, l'Égypte et le Liban et la Jordanie, qui en 1956, c'est une agression de la France, Israël et l'Angleterre. Les trois armées qui attaquent l'Égypte et la Syrie pour avoir osé nationaliser le canal de Suez. En fait, sous prétexte que les revenus du canal doivent revenir au peuple égyptien. Donc, face à cette agression, je peux dire que la Syrie s'est beaucoup solidarisée avec l'Égypte. Et ces années 50 ont vu la naissance de l'idéologie arabe, arabisante, de l'unité arabe, etc. Les plus grands penseurs, en fait, de cette période ont été aussi Youssef el-Hasri et puis Michel Aflaq et Salah ad-Din al-Bitar, qui ont, eux, formé le parti créé à l'époque, le parti Baas. Donc ce parti Baas est un parti qui est basé et qui est parti d'une volonté de nationalistes arabes, d'une volonté socialiste aussi de répartition des richesses sur l'ensemble du peuple et de profiter des richesses du pays pour le peuple, et en fait les richesses du pays pour les peuples, donc anti-impérialistes total, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Enfin, c'est comme ça que le parti a pris beaucoup d'essor dans ces années-là. En 1958, donc, il y a eu un raz-de-marée populaire, mais absolument extraordinaire, qui a poussé le peuple, qui a poussé Chokri el-Kouatli à faire l'union avec l'Égypte. D'où, donc, il y a eu la République arabe unie, qui était considérée comme le premier pas dans l'unité arabe. En fait, c'est l'unité de deux pays, c'est la Syrie et l'Égypte, qui sont des deux côtés, en fait, de l'entité israélienne, ce qui a aussi soulevé énormément de peur, je dirais, dans les milieux impérialistes. En 1961, malheureusement, une rupture de cette République arabe unie, basée, en fait, c'était une série d'officiers syriens, etc., qui ont commencé à dire l'union a été faite très rapidement, il y avait certainement beaucoup de dysfonctionnements qui ont donné prétexte à ces gens pour revenir sur l'union. En fait, ils sont allés jusqu'à dire c'est une colonisation de la Syrie par l'Égypte, donc il faudra qu'on revienne dessus. Bien sûr, tout ça appuyé par des forces qui sont contre l'union et par des pays qui sont contre l'union de ces pays. Et contre l'union arabe, contre l'unité arabe, etc. Donc, ça c'est 1963, il y a eu donc un coup d'État contre ce gouvernement qui était qualifié de réactionnaire, forcément, parce que c'était la rupture de l'Union, c'était rien de plus, mais c'était une partie de la bourgeoisie qui a fait ce coup d'État. En 1963, c'était donc un coup d'État d'inspiration baathiste et nassérienne qui a fait que le parti Baas arrive au pouvoir en 1963, et on suivi des années de socialisme tel qu'on le pratiquait à l'époque, en fait, tel qu'il a été pratiqué dans beaucoup de pays du tiers-monde, c'est-à-dire réforme agraire, nationalisation de toutes les industries, etc. Donc vraiment des mesures socialistes hard, je peux dire, calquées un petit peu sur le schéma soviétique. En 1967, qu'est-ce qui se passe? Alors, agression israélienne contre l'Égypte, la Syrie et le Liban. Alors que finalement, les deux pays quand même étaient séparés, mais en bons termes. Il y a eu quand même en Syrie à nouveau un pouvoir qui est pro-unité arabe et pro-nassérien.
Et donc les rapports avec l'Égypte étaient excellents. L'Égypte a été devenue en fait voilà, une force importante dans la région. Je voudrais rappeler quand même, là, dans les années 70, il y a eu beaucoup de diversions au Liban. Vous vous rappelez, il y a eu, pour ceux qui suivent de près l'histoire des Palestiniens, il y a eu Septembre Noir, il y a eu beaucoup de remue-ménage contre les Palestiniens, contre la présence des Palestiniens au Liban, etc. On a voulu les sortir du Liban, etc. Donc ça a été aussi dans les années 70. Donc vous voyez, tout ça c'est lié et c'est donc première guerre contre ce nationalisme arabe aussi. Enfin, c'est pas première, mais c'est encore une poursuite des agressions contre le nationalisme arabe. C'est tantôt les Palestiniens, tantôt les Syriens, tantôt... Donc on est toujours en train d'aiguiller, d'aiguillonner ou de tuer de tous les côtés, d'agresser, pas aiguillonner. Dans 1991, l'agression contre l'Irak, la première guerre contre l'Irak suite à l'occupation du Koweït qui a été largement poussée, appuyée par les États-Unis pour Saddam Hussein. On le sait maintenant, à l'époque on ne le savait pas, mais maintenant que Madeleine Albright a publié tous les pourparlers de ce moment-là, on voit bien qu'ils ont poussé Saddam Hussein à occuper le Koweït. Et ça aussi pour deux raisons. D'abord pour pouvoir trouver prétexte pour agresser l'Irak, mais de l'autre côté pour donner aussi une claque aux Koweïtiens qui ont commencé à gêner les Britanniques sur les marchés de la bourse à Wall Street et à Londres, pour leur montrer que de toute façon, même si vous êtes riches, etc., avec toutes vos cartes, etc., vous ne valez rien sans nous. Donc ça a été aussi un coup qui a ramené, je dirais, les Koweïtiens au bercail alors qu'ils ils pensaient que de toute façon ils excellaient sur les places de la bourse, ils avaient beaucoup d'argent, etc. Donc ils pouvaient tout faire avec leur argent. Et le fait d'avoir, comment dire, poussé Saddam Hussein à occuper l'Irak, le Koweït, pardon, donc les Américains sont intervenus. Et ils sont intervenus, ils ont tout démoli déjà en Irak. On suivi quand même, vous vous rappelez, 10 années de sanctions contre l'Irak, au cours desquelles des millions d'enfants sont morts et des millions de civils sont morts de manque de médicaments, de manque de lait, de manque de produits, etc. Donc là aussi, donc on affaiblit l'Irak pour que, après, en 2003, on donne le coup qui a assommé l'Irak et qui l'a complètement tué, entre guillemets, et pour l'effriter. Donc en fait, cette première agression a été suivie d'une deuxième agression qui est en 2003, suite à l'événement du 11 septembre qui a eu lieu en 2001, et puis les Al-Qaïda présumés qui avaient occasionné en fait à la fois l'agression contre l'Afghanistan et puis en 2003 l'agression contre l'Irak en disant que c'est Al-Qaïda qui est en Irak, n'est-ce pas? Donc on poursuit Al-Qaïda de l'Afghanistan à l'Irak, etc. Donc résultat, 1,5 million de morts, 2 millions de réfugiés. Bravo pour la libération et la démocratie apportée par les Américains. En 2006, donc, agression israélienne contre le Liban. En juillet 2006, vous vous rappelez aussi, c'est tout récent, Israël qui envahit le Liban de manière très violente, pensant que l'affaire va être terminée en 3 jours. La guerre a duré 33 jours et en fait, l'armée israélienne a essuyé une défaite cuisante qui fait qu'aujourd'hui, les généraux israéliens sont même opposés à toute confrontation avec la résistance libanaise. 2008-2009, agression, mais alors meurtrière contre Gaza.
Gaza qui est ce petit, en fait c'est ce petit région sous blocus depuis 2007, sous blocus total, c'est-à-dire sur l'électricité, sur les médicaments, sur l'alimentation, et il continue donc à bombarder avec de l'uranium appauvri, etc., cette fameuse opération plomb durci. Et le fait que Gaza ait tenu tout simplement face à cette agression d'une violence inouïe, c'est une grande victoire du peuple de Gaza. Et donc, je reviens un petit peu, là c'est la Syrie. En fait, je voudrais vous dire, là maintenant, donc la Syrie est visée, pourquoi aussi? Parce que sans la Syrie, la défaite israélienne à Gaza n'a pas pu avoir lieu, et en Liban, elle n'a pas pu avoir lieu. C'est en fait grâce à au soutien de la Syrie, à la résistance libanaise et à la résistance palestinienne que l'armée israélienne a été défaite. Je dis encore aujourd'hui, il y a un mois, en décembre 2012, une nouvelle agression contre Gaza qui a eu lieu aussi d'Israël, de la part d'Israël. Et là, on a vu que le peuple de Gaza, ils ont envoyé aussi des missiles qui ont pu traverser la coupole d'acier, la dite coupole d'acier d'Israël. Des missiles sont arrivés jusqu'à Tel Aviv, et pour la première fois dans l'histoire des relations de guerre, je dirais, entre Israël et la Palestine, pour la première fois, c'est Israël qui demande l'arrêt, le cessez-le-feu, et qui dit basta, on arrête là et on négocie. Ces négociations ont eu lieu sous l'égide de Mohamed Morsi et bon, on ne sait pas, et un peu du Qatar, mais bon, donc on ne sait pas quel est le contenu de l'accord du cessez-le-feu qui a eu lieu, mais bon, l'avenir proche nous le dira. Là, je reviens un petit peu pour situer la Syrie avec les pays voisins. Est-ce que vous voyez bien là? D'accord. Alors, donc, vous avez la Turquie au nord. On a des frontières très importantes, très longues. Là, en fait, de très longues frontières entre la Syrie et la Turquie. Toutes les frontières avec l'Irak, toutes ces frontières avec la Jordanie, une partie de ces frontières donc avec Israël et toute la partie des frontières avec le Liban. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Turquie, elle est partie prenante, une partie du Liban est partie prenante, la Jordanie est partie prenante, Israël, bien sûr, est partie prenante. En fait, ce sont des points par lesquels rentre, et l'Irak qui est effectivement, l'Irak au niveau du gouvernement, ils sont tout à fait avec la Syrie, mais les frontières de l'Irak sont des frontières perméables, et en Irak, malheureusement, alors que les Américains se sont retirés en fin 2012, jusqu'à maintenant, ils ont accentué aussi toutes les attaques terroristes en Irak, pour montrer que leur présence est indispensable et que les Irakiens ne sont pas assez mûrs pour pouvoir tenir leur pays, leurs frontières, etc. On assiste aujourd'hui, tous les jours, à des actes terroristes en Irak et, bon, bien sûr, des actes terroristes en Syrie. Donc voilà, là c'est une carte sur le résultat de 67, en fait, où Israël annexe Gaza, le Golan, la Sinaï, et la Cisjordanie et Jérusalem-Ouest. C'est la guerre dite de ces jours. Notre ami Claude, quand il a parlé de la Syrie, pays occupé, on a effectivement, de la Syrie, il y a le Golan et Alexandrette. Le Golan qui est dans le sud est occupé par Israël, et Alexandrette qui est une partie de la Syrie qui est occupée par les Turcs. Donc voilà.
l'invasion du Liban par Israël, et Israël est chassé en 2000 du Liban. En 2003, la Syrie s'oppose à l'agression américaine en fait contre l'Irak, ce qui lui vaut des sanctions. Ça veut dire que nous, on est depuis 2003 sous sanctions, enfin je dis nous, Syriens. Sous sanctions, mais sanctions concernant la technologie uniquement. En 2005, assassinat de Hariri et accusation de la Syrie. Je tiens à vous signaler que l'assassinat de Hariri a été annoncé par la radio israélienne une demi-heure avant l'arrivée effective, avant l'assassinat effectif. Bon, il y a eu des commissions d'enquête, etc. Bien sûr, ce fait n'a jamais été relevé, alors que on dit, en fait, la radio israélienne a annoncé « La Syrie a tué Hariri » une demi-heure avant que l'assassinat n'arrive. Donc, en fait, le tueur désigné, ça a été la Syrie et Bachar al-Assad en particulier. Après tout un tas de missions d'enquête, de commissions d'études, etc., qui ne se sont intéressées d'ailleurs qu'à l'écoute de toutes les communications entre le Liban et la Syrie, ils ont quand même stipulé que dans le rapport Bellamar, il dit que de toute façon, il est très difficile d'identifier qui a tué Hariri, puisque au Liban, il y a beaucoup de réseaux d'espionnage qui agissent, et ils n'ont pas dit qu'il s'agit aussi du Mossad, etc. Mais ils ne se sont pas du tout attaqués à toutes les écoutes, à l'écoute de toutes les communications, par exemple entre Beyrouth et Israël, et entre Beyrouth et autre chose, etc. Bon. Donc c'est pour dire à quel point ces commissions d'enquête sont objectives, je veux dire. En 2006, l'agression israélienne contre les Libans et la défaite de l'armée, et 2008-2009, agression israélienne contre Gaza, et 2012, l'agression contre Gaza. L'État, alors en juillet 2006, en 2006, en fait, Israël a détruit toute l'infrastructure libanaise, c'est-à-dire les ponts, les chemins de fer, les usines, etc. Il y a eu des milliers de morts et de réfugiés. Je tiens à dire quand même, sur la Syrie, et pourquoi la Syrie aussi est mal vue. La Syrie a soutenu tous les pays arabes qui étaient en guerre. C'est vrai qu'elle était opposée à l'agression de l'Irak, mais la Syrie a accueilli 1,5 million de réfugiés irakiens sans rien demander à personne. La Syrie a accueilli 600 à 800 000 réfugiés libanais en Syrie, à bras ouverts, et ce n'est pas du tout sous les tentes, ni dans les conditions de réfugiés, etc., précaires, mais ils ont été accueillis dans les maisons, ils ont été scolarisés, ils ont été soignés dans les hôpitaux en Syrie, comme tout Syrien. Je tiens à vous dire quand même qu'en Syrie, l'école est gratuite, l'hôpital est gratuit, et même quand on va à l'hôpital, on sort avec ses médicaments. Donc ça, c'est très important. Et tous les réfugiés ont été traités exactement comme tous les Syriens. On ne les a pas mis tout seuls sous des tentes. Et on n'a jamais mendié sur le dos des réfugiés, comme actuellement ce qui se passe de manière honteuse en Jordanie, en Turquie et au Liban. Alors, et dernier point quand même, comment dire, voilà, donc là je reviens un petit peu sur je crois dire quand même que ça c'est un point qui est très important à retenir par rapport à la solidarité que la Syrie fait en fait et tient et agit positivement par rapport à tous les peuples arabes. Ça fait qu'aujourd'hui les peuples arabes en fait sont très touchés aussi par ce qui est Syrie, et je crois que dans des manifestations de Ain Shams, de l'université de Ain Shams en Égypte, il y a eu des photos de Bachar al-Assad et des drapeaux syriens qui ont été brandis. Donc franchement c'est un point important, c'est peut-être le crime d'Assad. Donc là je voudrais que vous regardiez un petit peu comment dire, la morphologie de la Syrie actuelle. Donc ça c'est le Liban, vous avez la ville de Deraa, elle est là, donc elle est à l'angle des frontières
israélienne et jordanienne. Là, vous avez aussi ces frontières avec la Jordanie. Vous avez la ville de Jisr Shrour qui est par là. Alep, elle est par là. Et Jisr Shrour est par là, dans ce renfoncement donc, entre Alexandrette, qui est aujourd'hui un centre d'espionnage et de direction d'opération contre la Syrie, et américain d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, là, je voudrais que vous signalez, vous lirez tout ça dans le livre Syriana, qui est en vente ici, et qui a été écrit par Bahar Kim Yongur, qui est un Syrien d'Alexandrette, enfin, il est syrien, il est turc, mais d'origine syrienne, d'Alexandrette, et qui raconte exactement dans ce département qui est devenu le Hatay, comment la présence en fait de toutes les équipes et de tout l'espionnage américain dans la région, là-dedans. Donc Jisr Shrour est par là, et puis vous voyez ce renfoncement ici du côté de Homs. En fait, c'est la ville, c'est la ville de Tel Kalar aussi. Vous avez beaucoup entendu parler de Tel Kalar, qui est devenu un point aussi très chaud, etc. Mais c'est le point de passage du côté du Liban, des troupes qui viennent agresser la Syrie. Bon, donc tout ça, c'est un petit peu pour vous situer le contexte. Hein. Et pourquoi Assad a effectivement mauvaise presse auprès des Américains et des pays de l'OTAN. Alors, la Syrie, c'est l'accès aussi, on revient un petit peu pour récapituler, la Syrie, c'est l'accès à la Méditerranée et à l'Asie. Il y a une richesse en gaz et en pétrole. Alors ça, je n'en ai pas parlé, parce qu'effectivement, la Syrie a un pétrole qui jusqu'à maintenant n'était pas très intéressant, parce que c'est un pétrole lourd, qui coûte cher à exploiter, etc. Néanmoins, il a été exploité quand même. Hein. Il y a Shell et Total qui sont là, qui exploitent le pétrole syrien, et il y a des raffineries. Bon, avec la raréfaction du pétrole, le pétrole devient intéressant. Mais par contre, ce qui est très intéressant, il y a une découverte récente, d'il y a une dizaine d'années, je peux dire peut-être un peu plus, de quantité de gisements de gaz très très importants, qui va alors, qui va de pratiquement des frontières irakiennes. L'apogée est à Homs, c'est le lieu le plus, où c'est le bassin le plus important est à Homs, et ça va jusqu'à Chypre, voire jusqu'à la Grèce. Donc c'est un gisement de gaz qui est énorme, très important, et que tout le monde regarde donc avec des yeux pleins de dollars, si on veut se référer au film des enfants. Donc voilà, vous voyez le gisement qui se prolonge des frontières irakiennes jusqu'à Chypre. Ça double les appétits et l'agressivité avec. Donc ça c'est un point. Donc la Syrie est en plus, alors la Syrie est dotée d'une direction et d'une présidence qui est indépendante. Ce Bachar al-Assad, il ose dire à la direction aux États-Unis, quand on lui demande de couper les liens avec l'Iran, il dit non. Quand on lui dit de reconnaître Israël, il dit non, il n'est pas question de reconnaître l'État d'Israël. Quand on lui demande de normaliser les rapports avec Israël, il dit non. Comment je peux normaliser les rapports avec l'État d'Israël alors qu'ils occupent la Palestine de manière illégale, alors qu'ils occupent le Golan d'une manière illégale, et c'est impossible. Il lui demande aussi de couper le lien et la solidarité avec la résistance libanaise, avec la résistance palestinienne. Il dit il n'en est pas question, ça c'est notre question nationale. Donc bien sûr c'est quelqu'un qui est très mal vu. Déjà pour ces positions-là, et il est devenu la cible désignée. Voilà.
Alors, effectivement, il y a un traité de défense mutuelle avec l'Iran, donc il a scellé des liens importants avec l'Iran, avec l'Irak aujourd'hui aussi, et c'est le seul pays donc arabe qui n'a pas reconnu Israël. Sachez quand même que le Moubarak de l'Égypte, en fait, il avait non seulement reconnu Israël, mais il y a quand même un échange diplomatique avec Israël. C'est la Tunisie aussi. En fait, il reste les deux pays, l'Algérie et la Syrie, qui n'ont pas du tout normalisé ou reconnu l'État d'Israël ou normalisé les rapports avec Israël. Donc ça en fait une véritable cible. En plus, alors, il aggrave son cas, il soutient la résistance libanaise, il soutient la résistance palestinienne, et il continue à parler de nationalisme arabe et d'arabité politique, alors qu'aujourd'hui, dans tous les pays arabes, l'intelligentsia qui est bien dominée par l'impérialisme dit « ha ha ha, qu'est-ce que c'est ce concept du nationalisme arabe ? On est différent, on ne peut pas parler des mêmes arabes qui sont... Les arabes de l'Afrique du Nord ne sont pas la même chose que les arabes du Moyen-Orient, et puis les Syriens ne sont pas comme les Libanais ne sont pas comme les Irakiens, et ainsi de suite. Donc il y a eu une sorte d'effritement du sens de ce nationalisme arabe au niveau de l'intelligentsia nouvelle, malheureusement. Et de certaines, hein, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais de certains écrivains et politologues arabes. Et puis, et la Syrie a toujours aidé et soutenu les autres pays arabes. Je tiens à vous dire là deux mots, justement, un cas d'espèce. La Syrie manque d'eau, hein, mais lorsque la Jordanie était en manque d'eau, encore plus, la Syrie a envoyé 70 000 mètres cubes d'eau comme ça, alors que aux Jordaniens, en cadeau, offert. Donc là, c'est quand même quelque chose. Au niveau du blé, c'est exactement pareil. Et on est dans une logique où on peut se priver, mais il faut donner à nos voisins arabes et aux autres pays arabes ce qu'on peut. Donc, voilà, la Syrie flotte sur une nappe de gaz importante. Alors, je reviens un petit peu sur la situation économique. C'est vrai qu'il y a une nappe importante de gaz. C'est vrai que aussi, la Syrie n'a pas un centime de dette extérieure. Au diable, cet Assad, qu'est-ce qu'il est criminel? Comment ça? Il s'est rendu indépendant du FMI. Et il s'est rendu indépendant de tous les pays. Et c'est vrai que la Syrie, malgré le fait qu'elle est sous embargo technologique, hein, mais elle accuse quand même un développement, une croissance économique de 6 à 7% par an depuis 2002 jusqu'à présent. Alors que l'Occident se débat d'une crise à l'autre, et elle est vraiment... Alors aussi, encore un crime d'Assad, c'est qu'il a, comment dire, entraîné l'agriculture a progressé, l'industrie a progressé, l'industrie pharmaceutique. Alors, la Syrie mange ce qu'elle produit et produit ce qu'elle mange, et elle n'a pas besoin d'importer de l'alimentation, donc autosuffisante. Et bien mince alors. Les cultures, l'agriculture, etc. Mais quelles sanctions on peut faire alors sur ce pays? Quelle prise on peut avoir? Et dernier point, l'indépendance médicale. La Syrie ne voulait pas vivre ce que l'Irak a vécu de l'embargo de l'Occident sur l'Irak. Et bien aujourd'hui, je peux dire quand même, il y a un vrai problème. Parce que ce qui est visé aujourd'hui, alors pour la démocratie peut-être, j'en sais rien, vous le jugerez vous-même, détruire toute l'infrastructure syrienne pour la démocratie, je ne sais pas si c'est un Syrien qui le fait. Surtout s'il pense prendre le pouvoir après Bachar al-Assad. Et dernier point que je peux dire, alors ça c'est à la fois une richesse et un danger, 60% de la population syrienne
et à moins de 25 ans. Donc ça c'est un petit peu le contexte. Jeunesse certes, force vive certes, mais aussi force qui a besoin d'écoles, d'études, de débouchés de métiers. Et aujourd'hui, ça a été un petit peu le terreau principal de cette révolution, entre guillemets, qu'on essaye d'avoir. C'est cette population de jeunes qu'on a arrosée avec de l'argent, avec de la drogue, avec des armes aussi. Et puis, bon, donc voilà. Alors, je peux dire, ça on en a parlé, donc j'active un petit peu. Et puis, alors, la crise syrienne, on en arrive à la crise. La crise syrienne, alors, début mars, mars 2011, bien sûr, 2011-2012, début mars 2011, un mouvement spontané de contestation qui exige alors la levée de l'état d'urgence, l'abolition de l'article 8. L'article 8 de la Constitution, c'est l'article qui stipule l'unicité, la suprématie du parti Baas sur l'ensemble des structures de l'État, de la planification économique, etc. La planification économique, industrielle, agricole, etc. Et en même temps, la direction de toutes les organisations de masse, les organisations syndicales, ouvriers, paysans, femmes, étudiants, femmes, enfants, je vais dire, étudiants, jeunes, etc. Bon, alors il demandait aussi que donc l'abolition de cet article 8, et demander le respect des droits humains et la dignité et la libération de tous les prisonniers politiques. Le respect des droits humains, c'est en fait dire on veut la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de tribune, mais aussi avoir le droit de ne pas être arrêté qu'avec un mandat d'arrêt, d'avoir droit à un avocat quand on est arrêté, interrogé, etc. Et en fait, voilà. Et la libération de tous les prisonniers politiques, parce qu'il y en avait beaucoup, effectivement, et sanctionner les coupables de corruption. Alors, c'est vrai que ce développement économique des années 2000 a profité à une caste autour du pouvoir et pas dans le gouvernement, mais autour, en fait. Il y a eu beaucoup de privés qui ont profité de cette ouverture, c'est-à-dire la représentation des sociétés à l'extérieur, c'est la création de sociétés, et puis ils ont bénéficié de conditions exceptionnelles qui leur ont permis d'avoir beaucoup d'argent. Je peux citer les sociétés de téléphonie mobile, par exemple, qui ont été créées, qui se font un argent monstre, mais ça, c'est pas seulement en Syrie, mais partout, dans tous les pays. À chaque fois que vous dites 2 mots à votre téléphone mobile, c'est boum, 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 sur la tirelire. Voilà. Bon, il y a eu des sociétés comme ça qui ont été créées et qui se sont beaucoup enrichies. Mais c'est vrai aussi que d'autres franges de la population étaient un petit peu éloignées, notamment les jeunes, c'est-à-dire que cet argent a profité à cette classe, non pas pour la création de boulot, d'emploi et pour un réinvestissement, mais il a profité aussi pour une vie un petit peu très extravagante, des dépenses absolument incroyables pour les mariages, les trucs, etc. Bon. Et puis, donc, les gens, enfin, l'ensemble de la population a trouvé ça assez abject, dans la mesure où il y avait aussi quelques années de sécheresse qui ont fait qu'il y avait des travailleurs agricoles, en fait saisonniers, qui travaillaient souvent à l'est du côté de Hasakeh, en fait, donc du côté de l'Euphrate, là où passe l'Euphrate, près des frontières irakiennes. Bon, il y a eu 60 000 travailleurs agricoles qui ont dû laisser tomber leur lieu d'habitation et qui sont allés renforcer les camps dits de réfugiés du côté de Ramleh à Latakia. Donc ça, c'était aussi 60 000 personnes, c'est pas peu.
et qui sont allés habiter dans des bidonvilles parce que, à cause de la sécheresse et à cause du fait qu'il n'y avait pas de travail dans l'agriculture à ce moment-là. Là, je fais une petite parenthèse. Il y a un grand différent avec la Turquie sur l'eau. En fait, les deux grands fleuves qui passent en Syrie et aussi en Irak, c'est le Tigre et l'Euphrate, prennent naissance dans les montagnes du Tauros en Turquie. La Turquie a construit 50 barrages sur l'Euphrate avant l'arrivée en Syrie. Ce qui fait que l'Euphrate arrive en Syrie presque un filet d'eau, alors que la Syrie avait prévu depuis le temps des Soviétiques, ils avaient construit un barrage sur l'Euphrate et qui visait à l'irrigation de beaucoup de terres, en fait, d'Al Jazeera, qui devait... Mais en fait, comme à nouveau les Turcs retenaient l'eau, ben, en fait, on est revenu à cet endroit à attendre les pluies pour l'irrigation des agricultures. Ce qui fait que des années de sécheresse sont mortelles et sont assassines réellement. Et ça, il y a eu 5 années de sécheresse qui se sont suivies et qui ont fait que ces 60 000 personnes se sont déplacées de l'est de la Syrie à l'ouest et du côté et ils sont venus en fait se mettre autour des bidonvilles, dans les bidonvilles des villes de Latakia et comment dire, dans le camp de réfugiés de Ramleh. Donc voilà. Et alors donc c'est pour ça ce mouvement, il avait quand même un terreau, je peux dire. Comme s'est dit notre ami Alain Grèche, les ingrédients sont là parce qu'il y a une paupérisation subite d'une population, il y a un grand nombre de jeunes, alors que effectivement l'État s'occupait aussi, cherchait aussi à s'occuper du sort de ces populations, mais les solutions ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Et il demandait aussi, donc ce mouvement, une transition rapide vers le pluralisme et la démocratie par des élections libres. Ça, c'est le mouvement qui a commencé en mars 2011. Donc ces revendications ont été immédiatement acceptées par le président Assad et il a répondu les choses suivantes. La levée de l'état d'urgence, oui, tout de suite. L'abolition de l'article 8 de la Constitution, ça mettait en incohérence totale la Constitution, puisque ce n'est pas le seul article qui y fait, mais l'ensemble de la Constitution est bâti sur le fait, un peu à l'image d'une Constitution d'un État soviétique à partie unique, hein, c'est-à-dire il faudra quand même attendre et refondre toute la Constitution. On ne peut pas abolir un article parce que tous les restes restent complètement inopérants et incohérents. L'abolition, donc le respect des droits humains, dignité et liberté, tant que possible. Je tiens à vous dire quand même que moi j'ai su par voie tout à fait détournée que ces dernières années, il y avait des personnes qui allaient donner des cours de droits de l'homme aux forces de police, à la police syrienne, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, je vous mets les micros. Ah d'accord, merci. S'il y a des questions, plus tard. Oui, oui, ah, ben, c'est super sympa, merci beaucoup. Et donc, voilà. Et donc il a dit, en fait, pour la Constitution, il faut un certain temps et il faut qu'il y ait une commission qui travaille sur la question, mais une commission qui soit représentative de l'ensemble des aspirations du peuple syrien, effectivement. Alors, sanctionner les coupables de corruption, de tuerie ou d'agression, ok, mais comment les connaître, quelles preuves palpables, etc. Donc là, il a dit, ok, si vous avez des preuves, des dossiers, etc., étoffez les dossiers, on le fait. Mais on ne peut pas faire des sanctions arbitraires contre tout le monde.
Voilà. Et donc, une transition rapide vers le pluralisme et la démocratie par des élections libres. C'était deux questions importantes. C'est que d'abord, il faut qu'il y ait une loi sur les partis, un. Deuxièmement, une autre loi sur la communication et sur l'information dans le pays. Et troisièmement, préparer donc pour que les partis se créent et qu'ils étoffent leur ligne politique. Et après, on fera des élections avec des partis politiques qui sont représentatifs. Donc voilà, les réponses d'Assad ont été ceci. Et dès le lendemain, alors le climat s'est embrasé. Et il a arrêté, aboli l'état d'urgence le 3 avril. Et je rappelle, c'était ça le sens de l'intervention de notre ami Claude. Et le 4 avril, il y a eu des manifestations où il y a eu des forces de l'ordre qui ont été tuées et des manifestants qui ont été tués. C'est-à-dire des deux parties, des deux côtés, il y avait des gens qui ont été tués. Alors, ceux qui se sont insérés dans la manifestation, ils se sont insérés par derrière, ils ont tiré sur les manifestants par derrière, et ils ont tiré en même temps sur les forces de l'ordre. Et là, perte totale de confiance. Comment ça? Il nous dit, il a levé l'état d'urgence, mais il nous fait tuer. De l'autre côté, les forces de l'ordre ont refusé complètement de sortir sans armes, puisqu'ils se faisaient tirer comme des lapins. Et là, il y a eu perte de confiance totale. Et c'est là que, tout de suite, Hillary Clinton, Assad must step down, il doit partir, Obama, Assad doit partir, tout d'un coup, les mots d'ordre dans les manifestations sont devenus Al-Sha'ab yurid isqat nizam, ça veut dire qu'on veut la chute du pouvoir, alors qu'avant c'était des revendications et on discutait les revendications de manière assez correcte. Et en fait, et là donc le monde s'en est mêlé, une escalade. Alors Al Jazeera, ne parlons pas. Al Jazeera qui a commencé à faire la semaine contre ceci, la semaine contre cela, la semaine pour le Al-Jihad, une autre semaine, tous les vendredis, c'était Al Jazeera qui attisait des manifestations. Mais en fait, au début, Al Jazeera, il parlait de manifestations et faisait des photos, mais on ne voyait rien du tout. Il n'y avait rien dans les rues syriennes. Et à une période, alors c'était vraiment rigolo, parce que moi en juillet 2011 j'étais là-bas. Et en juillet 2011, quand je regardais Al Jazeera, je me dis c'est pas vrai, c'est pas le pays où je vis. Parce que en fait, il parlait de manifestation, on courait pour aller voir la manifestation, il n'y avait rien. Et bon, elle ne pouvait pas avoir disparu en 2 secondes, en fait. Le temps d'arriver, on le mettait 10 minutes. Ouais. Une grande manifestation, des morts, des tués, des blessés, etc. Il n'y avait rien du tout sur place. Mais c'était absolument incroyable. En 2011, j'y étais en juillet, j'y étais en septembre, j'y étais en décembre. Et en fait, à chaque fois que je venais, j'avais la tête, mon Dieu, comment je vais trouver le pays, etc. Les gens vivaient normalement, allaient au resto, les restaurants étaient pleins, les gens allaient à leur travail, etc. En fait, jusqu'à début 2012, en fait, là, il y a eu vraiment, je crois, le terrorisme ça a été la deuxième étape, parce que, étant complètement, même un peu avant, l'arrivée des djihadistes qui sont rentrés en Syrie, et là, des djihadistes salafites qui commencent à couper des têtes, à agresser la population, à provoquer des tueries, etc., obligeant les gens à se mettre contre le pouvoir, à tuer des communicants, des gens des agents de la communication, de la télé, etc. Il y a eu quand même 12 journalistes de la télé qui ont été tués, une bombe qui a été mise à la télévision syrienne, les sanctions. Je peux dire quand même, quand il y a eu les réunions avec la Ligue arabe, je crois que c'est à ce moment-là que tu étais là, Claude, en novembre 2011,
il y a eu la réunion de la Ligue arabe qui a suspendu le membership, en fait, la Syrie de son statut de membre, alors que la Syrie est membre fondateur. C'est à ce moment-là, très spontanément, mais des millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre ces décisions de la Ligue arabe de suspendre la Syrie comme pays membre. Et à chaque fois qu'il y a eu des sanctions votées, il y avait des millions de personnes descendues dans les rues. Alors, ce qui est génial, c'est que les médias européens comme Al Jazeera, etc., montraient ces millions de personnes comme étant en manifestation de protestation contre le pouvoir, alors qu'ils protestaient contre les sanctions appliquées à la Syrie avec des photos d'Assad, avec des drapeaux syriens, etc. Et il y a eu des grandes manifestations de drapeaux syriens qui faisaient 26 km. Un drapeau comme ça, tiré par la manifestation de 26 km, d'ailleurs c'est très bien parce que et la télé française a repris cette photo en mettant un filtre sur le drapeau en disant voilà un filtre qui inverse le rouge en vert, etc. Voilà, ça c'est une manifestation pour le soutien de la SL. Alors, bon, donc voilà ce qui s'est passé et je pense que ça c'est très important de dire. En fait, il y a eu une escalade de violence, il y a aussi des armes, des outils de télécom et puis des mercenaires qui ont été recrutés et dépêchés en Syrie. Personne ne s'en cache aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'ASL, bien sûr, c'était l'armée de libération, mais aujourd'hui on sait que ce sont les djihadistes, puisque même Hillary Clinton avait dit un jour, on ne sait même pas si on est en train d'armer la résistance syrienne, la rébellion syrienne, la résistance ou l'opposition syrienne ou Al-Qaïda. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase magnifique de Madame Clinton, et on se demande quand même que font tous ces services de renseignement alors qu'ils ne savent pas qui est qui, etc., et où vont leurs armes. Bon, et de qui se fiche-t-on, quoi? Les djihadistes, donc, escadrons de la mort qui ont été recrutés par les Saoudiens, payés par les Qataris, sur ordre des Américains, et l'objectif, c'est effectivement la destruction et la terreur. Et la terreur qui s'exerce essentiellement contre les Syriens, contre les civils, contre le peuple qui n'a jamais voulu se joindre à l'ASL, et surtout à ceux qui prennent les armes. Et là, je pense que vous pouvez trouver, en fait, maintenant dans la presse, mais vraiment des exactions, mais terribles, et qu'ils mettent sur le dos du gouvernement, alors que c'est eux qui les font pour obliger les gens à se joindre à eux. Alors, je peux vous dire quand même, toutes les frontières et tous les camps de recrutement, les camps de réfugiés, sont en fait une façade pour les camps de recrutement et d'entraînement. Donc, les camps de réfugiés en Turquie, les tentes étaient dressées depuis février 2011, c'est-à-dire 2 mois avant que ne commence quoi que ce soit. Il y avait des tentes sur les frontières, avec des équipements. Ça va, Mona? Excusez-moi. Oui, ça va? Non. Donc voilà, donc ces camps sont des camps de recrutement et d'entraînement pour les djihadistes, hein, et d'enrôlement forcé en fait. Ils venaient, ils viennent dans un quartier, ils encerclent le quartier, ils prennent tous les hommes, ils violent ou tabassent les femmes, et en fait, ils obligent les hommes à dire ok, on est avec la révolution, on va avec vous. S'ils ne vont pas avec eux, ils les torturent, ils les tabassent, etc. Et sinon, ils vont avec eux, ils leur donnent des armes et ils les mettent devant, pour qu'ils soient tués les premiers s'il y a une confrontation avec l'armée syrienne. Donc en fait ça c'était une tactique, et la deuxième tactique c'est aussi rester dans les quartiers les plus populaires, vivre avec la population, comme ça l'armée si elle veut s'attaquer à eux, bah, elle est obligée
d'attendre soit qu'ils sortent, et ils font leur sévice donc contre la population. Les mots d'ordre de Bachar al-Assad sur cette partie, c'était on attaque que quand on peut être sûr qu'on attaque seulement les djihadistes et les hommes armés, et on fait le minimum de victimes civiles. Mais en fait, c'est vrai que c'est aussi confronté à cette situation, ils ont fini par attendre que la population appelle au secours. Parce que là, c'est très difficile d'intervenir dans les quartiers. Donc, vous vous rappelez les quartiers du sud de Damas, là, le quartier Al-Qadam ou Al-Midan, et Al-Mutadamun, etc. Ce sont des quartiers où ils rentraient en fait et ils creusaient les murs d'une maison à l'autre, ça leur permet de circuler. Je tiens à vous dire quand même qu'on a découvert des tunnels dans lesquels circulaient ces gens, mais des tunnels qui font des kilomètres et des kilomètres. Par exemple, des tunnels qui vont du centre de Damas jusqu'à Mardamiye. Et en fait, au début, quand l'armée les poursuivait, ils partaient dans les tunnels et puis ils revenaient dans un autre quartier, etc. À travers les égouts aussi, ils partaient. Donc, bon, politique très difficile en fait de guérilla, je dirais, urbaine, assez difficile. Je voudrais dire quand même que la destruction actuelle, elle est énorme. Je tiens quand même à parler rapidement, mais je pense que le temps commence à nous coincer. Il y a quand même un véritable pillage industriel de la part de la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 usines dans la région d'Alep qui ont été carrément démontées, mises sur des trailers, sur des gros camions, transportées de l'autre côté et remontées en Turquie. Aujourd'hui, j'ai écouté hier une émission avec une interview du responsable de la commission du comité de l'industrie en Syrie, où il dit, donc là on va porter plainte aux Nations Unies contre ces gens, même si le procès va durer 100 ans, on demande quand même à ce qu'ils dédommagent, parce que là c'est vraiment un véritable pillage industriel organisé. Ils ont détruit les centrales de production électrique et ils proposent de vendre de l'électricité à la Syrie. Ils ont brûlé les silos de grains au début, puis après ils ont volé tout le grain maintenant qui est dans les silos restants et ils le distribuent, ils le revendent en Turquie et au Liban. Et c'est absolument incroyable. Les industries pharmaceutiques sont toutes par terre aussi. Elles ont été défaites et remontées de l'autre côté de la frontière. Donc c'est quelque chose qui est absolument abject dans l'histoire des guerres. Alors l'électricité, les chemins de fer, les pipelines, les écoles et les hôpitaux une cible privilégiée alors que c'est interdit dans la charte des guerres de Genève, hein. Les hôpitaux sont visés, ils s'attaquent aux hôpitaux et ils piquent tous les instruments, c'est-à-dire tous les scanners, tous les équipements des salles d'opération et des hôpitaux vont en Turquie. Et ça, c'est vraiment absolument horrible. Les écoles, les universités, les bibliothèques, sans parler du pillage de la richesse archéologique aussi du pays, c'est vraiment une catastrophe. Alors voilà, vous voyez là toutes les frontières qui brûlent, je dirais, en Syrie. Vous avez donc au sud de Damas, à Dera, là où ça a commencé. Vous avez là, Douma, c'est la banlieue de Damas. Donc c'est toute la frontière du Liban, vous voyez. Et là, Dera, c'est avec Israël et la Jordanie. Vous voyez là, Qusayr, c'est du côté du Liban. Et là, Ras Tanhama, etc. Idlib du côté d'Alexandrette, là. Et toute la partie
nord, Bab Salam, Afrin, etc., Azaz. À Azaz, il y a une véritable... ça a été un état de siège de la ville de Azaz. Ils ont encerclé la ville et pendant quelque temps, les gens n'avaient pas à manger, n'avaient pas... Si bien que l'État a été obligé d'amener les vivres et les médicaments par hélicoptère à la population. C'est Azaz et Harim aussi, la ville de Harim, pareil. Donc voilà, et vous voyez tout ça, c'est une région chaude où se déroulent les combats. Donc vous comprendrez qu'on est face à une véritable guerre, je dirais, par proxy, une guerre par personnage interposé, par Qaïda interposé. Et donc maintenant, je peux dire, vous voyez là les gens qui ont été défenestrés, là c'est à Nebek et à Idlib, ils ont fait exactement la même chose. Alors ça c'est les révolutionnaires pacifistes, hein. Ils vont dans un bureau de poste et ils balancent les employés de la poste par la fenêtre, sous prétexte soi-disant, les employés du gouvernement sont des gens qui sont contre la révolution et pour le gouvernement, soi-disant. Et voilà, la ville d'Alep, comment elle était avant, c'est toutes les destructions de la ville d'Alep. Et là, vous voyez la ville d'Alep telle qu'elle était et telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà, la révolution est passée par là. Donc, ça c'est... Tout ça pour dire, bon, là c'est les sinistrés syriens, je vais passer rapidement. Le rôle de la France, je pense que c'est important d'en parler puisque nous sommes là. Et à part les manipulations médiatiques et les médias mensonges, aujourd'hui la France occulte le débat politique sur la Syrie. Elle soutient de manière inconditionnelle un groupe de personnes qu'elle a créé de toutes parts, qu'elle appelle le Conseil dit national dit syrien. C'est un ensemble de personnes qu'ils ont amenées en France, en fait, qui vivent en France et aux États-Unis, qu'ils ont amenées et qu'ils ont reconnues comme étant le représentant légitime, entre beaucoup de guillemets, du peuple syrien. Ils osent dire ça. Et ceci, donc, ajouté aux ingérences systématiques, Assad doit faire ci, Assad doit faire ça, le peuple doit faire ci, doit faire ça, la création du CNS et la coalition. Ils ont armé l'ASL en coordonnant avec le gouvernement Qatar et l'Arabie Saoudite. Et bien sûr, je ne peux pas exclure l'OTAN, parce que ce n'est pas seulement la France, mais les France sur ordre des États-Unis. Et elle a reconnu cette coalition pour laquelle elle a nommé même un ambassadeur, s'il vous plaît. C'est la France qui nomme l'ambassadeur maintenant. Voilà. Et Qatar propose des chèques en blanc à tout officiel qui trahit. Il y a des assassinats donc, de chercheurs, de grands scientifiques, de journalistes et des élus aussi, en plus des chefs religieux chrétiens et musulmans. Destruction du patrimoine culturel de l'humanité, des sites archéologiques qui ont été pillés. Le bazar d'Alep, vous savez qu'il a été brûlé complètement. La mosquée des Omeyyades d'Alep a été complètement détériorée. Là, on a regardé, vous allez voir la citadelle, mais la porte, elle a été détériorée aussi. Les destructions des lieux de culte chrétiens et musulmans, etc., etc., etc. Et maintenant, les réformes réalisées dont on n'a jamais parlé, une nouvelle loi sur la communication qui autorise l'opposition à utiliser les moyens de communication officiels, c'est-à-dire la radio, la télé et les journaux. Une nouvelle loi sur les élections. Il y a eu des élections des gouvernorats locaux. D'ailleurs, un des massacres suivant lequel la Syrie a été suspendue de représentation politique dans tous les pays européens, le massacre de Houla concernait un élu et sa famille, et ce n'est pas l'État qui l'avait fait, puisqu'il venait d'être élu, c'est l'ASL qui l'a fait.
une nouvelle constitution inspirée de la constitution française qui a été ratifiée le 26 février 2012. Bien sûr, vous n'en avez pas entendu parler, en tout cas pas dans les médias français. Élection du nouveau Parlement qui a eu lieu le 7 mai 2012. Le gouvernement comportant des partis de l'opposition aujourd'hui. Il y a un ministère pour la réconciliation nationale. Il y a l'ouverture des médias officiels à l'opposition qui ne sont pas liés à l'étranger, forcément, et activité intense de la société civile. Là, franchement, je peux dire, chapeau au peuple syrien, parce qu'il y a eu un déploiement des énergies et des associations, et vraiment pour la solidarité, pour l'aide, l'entraide, etc., absolument, je dirais, bouleversante, magnifique, vraiment. Et puis, donc, initiative de la jeunesse, des femmes, etc., et nombreuses associations. Je peux dire aussi le dernier appel, donc, mais il n'y a pas que le dernier appel, je peux dire quand même, le président Assad, dès juillet 2011, a appelé au dialogue. Et sauf, oui, c'est très important. En mars, en avril, déjà, il a commencé à appeler au dialogue. Il y a eu quand même une réunion en juillet, le 10 juillet 2011, une grande réunion qui a réuni tous ceux qui se disent opposants. Et en fait, bon, ben là, il en a conclu que de toute façon, on ne peut pas faire un dialogue comme ça. Comment représenter? Chaque personne, c'est un courant, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'opposition organisée, il y a des opposants. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Hein. Donc, et il y a eu la nouvelle loi sur les partis politiques. Donc, il y a eu quand même 11 partis nouveaux qui ont été créés, qui ont participé aux élections de l'Assemblée nationale en mai 2012. Et qui participent à la vie politique et qui s'expriment dans les médias. Il y a eu 2 réunions de l'opposition à Damas, le 23 septembre des comités de coordination locaux et début octobre pour 32 partis et courants politiques. Parce qu'il y a des partis qui sont créés qui ont déjà l'autorisation, mais il y a aussi des partis qui ont commencé à s'activer politiquement tout en n'ayant pas l'autorisation encore, mais ils se sont appelés courants politiques. Donc, il y a aussi une activité très intense sur le plan politique à l'intérieur, comme à l'extérieur d'ailleurs. Il y a eu aussi des amnisties successives, alors des trains d'amnistie. Moi, j'y étais cette année, en 2012 en fait, j'y étais de juillet à septembre. Et de juillet à septembre, tous les jours, il y avait des amnisties, 300, 400, 500, 600 personnes par ville. En fait, des gens qui se rendent, qui rendent leurs armes et qui disent vraiment, excusez-nous, comment dire, on s'était trompé parce qu'on pensait que c'était la révolution, on se rend compte qu'on travaille pour l'ennemi. Donc, il y a eu tout ça, mais en même temps, c'est-à-dire plus ce côté avance et plus les comités de réconciliation nationale avancent sur le terrain, parce qu'il y a eu des comités populaires de réconciliation nationale. Il y a des gens qui ont été kidnappés, qui ont été libérés par la discussion. Il y a des gens qui ont été... Bon, mais ceci dit, il y a aussi parmi ceux qui agissent, il y a aussi des gangsters, des gens qui font du kidnapping pour de l'argent, il y a des voleurs, des violeurs et tout ce que vous voulez. Et donc tout ça, aujourd'hui, ces comités populaires progressent réellement sur le terrain et aux grandes dames des agresseurs et des impérialistes qui trouvent quand même que leur projet va d'échec en échec. Ce qui explique la montée de la violence du terrorisme. Dernièrement, la dernière attaque à Alep, ça a été une voiture piégée en pleine université d'Alep, alors que les étudiants allaient, le premier jour des examens. La veille, un tract de l'ASL qui leur dit boycottez les examens, montrez que vous êtes contre le pouvoir. Les étudiants sont partis faire leurs examens et 2 voitures piégées, 82 morts immédiatement avec 150 blessés. Et malheureusement, les blessés, aujourd'hui, beaucoup de blessés ont rejoint les morts parce que c'était vraiment
comment dire, une explosion très très violente. Donc voilà, donc bon, je peux dire 2 mots, mais on en parlera peut-être dans le débat. Aujourd'hui, on affirme l'unité nationale, le peuple syrien est un seul et le restera. On a voulu créer en fait une diversion confessionnelle. J'aime autant vous dire que tous les amis chrétiens et musulmans m'affirment le contraire aujourd'hui en Syrie. Nos amis chrétiens me disent, mais écoute, c'est les musulmans qui nous protègent. Dans nos églises, il y a autant de musulmans que de chrétiens. Et les musulmans me disent, dans nos mosquées, il y a autant de chrétiens que de musulmans. Donc, en fait, je peux dire que toutes ces agressions ont augmenté le ciment populaire syrien qui veut, de toute façon, garder ses valeurs et refuser les valeurs de l'occupant et les valeurs des États-Unis et de l'OTAN. Donc, une véritable résistance à l'agression impérialiste. Et là, je peux vous dire quand même, la Syrie, ça a été quand même le premier alphabet. Et là, le sigle, c'est casse ton épée et prends ta... Comment dire, c'est quoi, je me rappelle, c'est le... la bêche, oui, voilà. Et viens avec moi pour qu'on puisse cultiver l'amour, la paix dans le centre de la terre. Tu es syrien, et la Syrie est le centre de la terre. Voilà, ça c'est le sigle de toutes ces communautés, comment dire, la devise de tous ces comités populaires. Bon, contre toutes les ingérences, nous demandons effectivement l'arrêt de l'intervention étrangère et des ingérences, le respect des droits inaliénables du peuple syrien à décider de qui le gouverne, c'est un minimum, et arrêt de l'armement et de l'envoi de gangs armés en Syrie, et la levée des sanctions contre le peuple syrien, parce que c'est le peuple syrien, effectivement, qui est attaqué par toutes ces sanctions, et ce n'est pas le gouvernement. Voilà. Et bon, dernier point, je pense en tant que Français, il est important d'insister sur le fait que les intérêts du peuple français sont du côté du peuple syrien et pas du tout du côté de l'OTAN ou des États-Unis. Et nous, on est tous pour une relation gagnant-gagnant basée sur le respect mutuel des peuples entre la France et nos pays. Voilà.